Good morning to everybody. I am Brent Morris, chairman of the two sessions this morning in the Grand Auditorium. We have a lot of information on the night Kadosh. It's so much information it's going to take two sessions with a coffee break. The way we're going to organize this is to hear three presentations on the Kadosh, have an award presented by the Public Policy Studies Organization, take a coffee break, we'll have two more papers, and then we'll have all the questions at the end of all five presentations with all five authors on stage. So that if save up your questions, please make a note, because I think it's all going to be interconnected. So our first speaker is Jean-Marie Mercier. Jean-Marie, I'll let you begin. Donc le titre de ma communication, de l'apparition d'un proto-kadosh à la fixation d'un grade à connotation templière ou la malédiction d'un nec plus ultra maçonnique ayant suscité fascination et détestation. Même si en 1723, le pasteur Anderson avait déjà évoqué dans la partie des constitutions consacrée à l'histoire de l'ordre la relation qui s'était établie au moment des croisades entre francs-maçons et ordres militaires et hospitaliers, ce n'est qu'en 1736-37, par la voix du chevalier de Ramsay et des différentes versions de son discours, que le lien étroit entre la franc-maçonnerie, les croisades et la chevalerie prend tout son sens dans la construction et le développement, puis l'adhésion et la diffusion d'un nouvel imaginaire maçonnique amené à marquer durablement et profondément les pratiques rituelles des francs-maçons. En effet, la brève allusion andersonienne était totalement passée inaperçue et n'avait eu aucune conséquence sur le devenir du rituel anglais durant les années 1720. Dans un contexte géographique et culturel, mais aussi d'écriture et de diffusion de la franc-maçonnerie totalement différent de celui des îles britanniques, l'explication donnée par le chevalier de Ramsay de l'origine historique de la franc-maçonnerie s'est imposée très rapidement aux yeux de beaucoup comme un postulat de départ incontestable. En énonçant l'idée que les francs-maçons descendaient en droite ligne des croisés et qu'à ce titre la franc-maçonnerie serait à concevoir comme un ordre de chevalerie, la narration ramséienne, par-delà le fait de rediscuter la question des origines de l'ordre, permettait d'élargir le spectre discursif et le contenu légendaire de l'ordre dans sa fabrication d'une mythologie chevaleresque. Ceci étant, c'est dans le développement des hauts grades qui commencent à faire leur apparition en France au début des années 1740 que la thématique chevaleresque, parce qu'elle propose une généalogie prestigieuse, séduisante, et qu'elle permet d'initier tout un ensemble de spéculations symboliques, se trouve absorbée et amplifiée. Bien évidemment, le rapport entre la franc-maçonnerie et la chevalerie des croisés a conduit à spéculer sur l'ordre du Temple, dont l'évocation apparaissait en filigrane dans le discours du chevalier de Ramsay. Du reste, à peine connu le texte, l'assimilation aux Templiers est rapidement faite, et toute une littérature hostile à la franc-maçonnerie se développe autour de la dénonciation des similitudes entre chevaliers du Temple et francs-maçons. On constate aussi, à travers la présence progressivement systématique de la référence chevaleresque et templière dans la production éditoriale maçonnique, que l'opinion, justement tant maçonnique que profane, a conditionné une demande dont les répercussions et l'ampleur sur le plan de l'imaginaire ont contribué à alimenter et à promouvoir un véritable cycle. Les traducteurs n'arrivent pas à traduire, c'est trop rapide. Ah, pardon. Voilà, a conditionné donc une demande dont les répercussions et l'ampleur sur le plan de l'imaginaire ont contribué à alimenter et à promouvoir un véritable cycle légendaire en plein siècle des Lumières, comme l'a justement souligné Pierre Mollier, dont les rituels se sont fait l'écho, le réceptacle et les transmetteurs en entrant en résonance avec ce type de littérature. Dans le sillage du Chevalier de l'Orient, dont il a été souligné la proximité entre les thèmes symboliques présents dans ses plus anciens rituels et ceux mis en avant par le chevalier de Ramsay, d'autres grades de chevalerie font leur apparition, à l'image des chevaliers du soleil, du phénix ou du pélican, auquel il convient d'ajouter à cette énumération du premier écosystème chevaleresque un grade de chevalier élu à connotation templière. En effet, avec ce grade, la légende templière est pour la première fois formellement introduite et explicitée dans un rituel maçonnique. Celui-ci est pratiqué en France autour de 1750 dans plusieurs provinces du royaume, comme en attestent divers éléments contenus dans les rituels de l'ordre sublime des chevaliers élus de Quimper et de Poitiers, exhumés par André Kervella et Philippe Lestienne. Leur étude
a considérablement renouvelé la genèse du grade de chevalier kadosh, notamment dans sa chronologie et sa géographie, en faisant un grade d'origine française et non plus allemande, et en reculant son antériorité d'une dizaine d'années. Ce grade de chevalier élu, qui relève de la famille des grades de vengeance, est présenté comme un archéo-kadosh ou un proto-kadosh, car des éléments du templarisme maçonnique, amenés à être développés par la suite, ne sont présents dans ces rituels que de manière encore sommaire. En revanche, la filiation templière des chevaliers élus est, elle, clairement revendiquée, car l'élu du rituel de Quimper est celui d'un ordre sublime, à savoir celui des Templiers. La légende du grade fait état de vérités cachées dont les Templiers seraient les dépositaires, et ces derniers inscrivent leur action dans le prolongement d'une longue lignée d'initiés remontant aux Esséniens. Qui plus est, l'Écosse est présentée comme le refuge de l'ordre des chevaliers du Temple, dont les chevaliers élus sont les héritiers. Sur le plan des éléments symboliques et discursifs, le catéchisme du rituel de Quimper rapporte que le chevalier élu connaît l'échelle mystérieuse. En faisant du kadosh de 1750 un templier, avec en arrière-plan, via la filiation templière postulée, l'idée d'une survivance de l'ordre du Temple au sein de la franc-maçonnerie, les rédacteurs des rituels de Quimper et de Poitiers, ainsi que les francs-maçons qui ont adhéré à ce système et qui en ont diffusé les principes de base, ont ouvert une boîte de Pandore dont les effets n'ont pas été sans conséquence sur l'histoire de la franc-maçonnerie française, européenne et même outre-Atlantique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En effet, après la disparition de l'ordre sublime des chevaliers élus à partir de 1751, pour des raisons encore mal déterminées, la légende templière, loin de connaître une phase de repli, devient au contraire l'élément central sur lequel vont reposer nombre des plus importantes transformations rituelles des années 1750-1770. Dès 1751, le mythe templier est repris et développé outre-Rhin avec le succès qu'on lui connaît durant près de 30 ans au sein de ce qui devient en 1753-54 la stricte observance templière. Dans ce système templier, la franc-maçonnerie n'est autre que la perpétuation de l'ordre du Temple et elle ne visait rien moins que le rétablissement de l'ordre défunt et la récupération de ses biens matériels. En marge de ce qui se passait en Allemagne au même moment, la ville de Lyon était elle aussi gagnée par la fièvre templière. Jean-Baptiste Villermoz rappelait en 1782, lors du convent de Wilhelmsbad, que la loge lyonnaise dont il était le vénérable maître en 1752 enseignait aux récipiendaires à qui était conféré le 4e grade qu'ils devenaient successeurs des chevaliers du Temple et de leur connaissance. Comme on peut le constater, la légende templière, au début et durant les années 1760, est un élément à part entière de l'univers intellectuel et culturel d'un nombre sans cesse croissant de francs-maçons. Mais cette matrice templière qui a permis tout à la fois de revisiter le récit des origines mythologiques de l'ordre, de reconsidérer les fondements mêmes du message maçonnique et de réinterpréter la réalité factuelle de la franc-maçonnerie dans son rapport avec sa propre histoire, ne s'est pas déclinée de façon analogue selon les lieux et les systèmes. En effet, la légende templière, dont la diffusion et le succès ont reposé à l'origine sur une adhésion consensuelle à un mythe fondateur, a été diversement commentée, développée et retranscrite. À ce sujet, on note d'importantes différences de contenu dans le traitement, l'utilisation et l'exploitation de la thématique entre les revendications filiales et matérielles des néo-templiers de la stricte observance templière et les appels à la vengeance des chevaliers du Temple lancés par les concepteurs du grade de chevalier kadosh sur lesquels s'appuie sa spécificité. Ce grade de chevalier kadosh, qui est du reste le seul des différentes branches templières à reprendre à son compte dans sa titulature le vocable de kadosh utilisé dans les rituels de Quimper et de Poitiers, va profondément marquer l'histoire de la franc-maçonnerie française, tant son retentissement a été important auprès des francs-maçons qui en découvraient l'existence et déterminant dans l'organisation et la hiérarchisation de certains systèmes écossais en gestation. En effet, lors de son apparition en 1761, celui-ci se présente comme un nec plus ultra que certains francs-maçons entendent placer immédiatement au sommet de la pyramide écossaise et dont tout laisse à penser qu'il est devenu un temps la clé de voûte de la franc-maçonnerie parisienne et du système transmis à Étienne Morin. C'est par l'Allemagne puis la ville de Metz que le grade de chevalier kadosh fait une entrée foudroyante sur l'avant-scène de l'écossisme français via Antoine Meunier de Précourt,
le vénérable maître de la loge Saint-Jean des Parfaits Amis, qui, dans une correspondance échangée avec les francs-maçons de Lyon, et plus particulièrement Jean-Baptiste Villermoz, fait état de ses dernières connaissances en matière de haut grade. Au sujet du chevalier Cadoche, qu'Antoine Meunier de Précourt nomme chevalier, grand inspecteur, grand élu, dernier grade, et qu'il présente comme étant supérieur à tous les autres grades en vigueur, celui-ci écrit « Tous les grades dont nous venons d'avoir le plaisir de nous entretenir avec vous sont tous subordonnés à ce dernier, ils y tendent tous. » Et de préciser concernant l'objet du grade, vous y verrez le principe, la fin et le but de notre ordre. Mais Antoine Meunier de Précourt ne s'entretient pas du grade de chevalier Cadoche qu'avec les francs-maçons lyonnais. Dans un rapport qu'il envoie aux instances de la Grande Loge de France sur ses activités maçonniques, celui-ci explique que c'est le 14 mars 1761 que sa loge avait reçu un visiteur, un dénommé Jean-Baptiste Dubarail, et qu'à cette occasion, ce dernier avait révélé l'existence du grade de grand inspecteur grand élu, dont l'obtention, outre de procurer des pouvoirs illimités, autorisait la nomination d'un conseil suprême dont l'autorité privée aurait autant et plus de force que n'en a la Grande Loge assemblée. Concernant la réception en France du grade de chevalier Cadoche, Étienne Goud, dans une étude pionnière publiée en 1986, avait fait état de la fascination que le grade avait exercée au sein de la Grande Loge de France, qui a vu en lui le grade par excellence. Commentant le contexte dans lequel le nouveau grade était arrivé à Paris et l'accueil que les autorités dirigeantes de l'obédience lui avaient réservé durant l'été 1761, celui-ci se demandait si le Grand Conseil des loges régulières sous la protection de la Grande et Souveraine Loge n'était pas le Conseil suprême des premiers Cadoches parisiens. L'hypothèse d'Étienne Goud posait beaucoup de questions quant à l'organisation et au fonctionnement des hauts grades au sein de la Grande Loge de France et à la fixation graduelle de la maçonnerie de perfection qui, avant son exportation à Saint-Domingue en 1763, aurait été gouvernée par le grade de chevalier Cadoche. Pierre Mollier, après une analyse minutieuse de la réalité de l'écosystème parisien au début des années 1760, a éclairé d'un jour nouveau la question de la nature de l'autorité maçonnique prévalant au sein de la Grande Loge de France, sous laquelle s'est placé le système Morin. Pour ce dernier, le Grand Conseil dont il est question dans la patente Morin, aux côtés de la Grande Loge, n'est ni celui des empereurs d'Orient et d'Occident, ni celui des chevaliers d'Orient, pour des raisons chronologiques, mais un grand conseil de grands inspecteurs, grands élus, de chevaliers Cadoches, qui se présenterait comme le cercle intérieur et dirigeant de la Grande Loge. Bien que considéré comme le nec plus ultra des grades chevaleresques et auréolé de son statut de grade terminal, dont certains ont pu croire que cela pourrait contribuer à canaliser la multiplication des grades en en fixant un terme, le chevalier Cadoche devient rapidement l'objet d'une violente détestation. Si dans un premier temps, la légende du grade a pu être interprétée en termes de vie spirituelle et de progression vers le salut, comme le souligne cet extrait du catéchisme du grade, où les anciens maîtres élus embrassèrent le christianisme, voyant qu'il n'y avait rien dans l'ordre qui ne fût conforme aux pratiques les plus exactes de l'Évangile, la diffusion dans un second temps, d'un document annexe, les instructions secrètes, qui a également circulé entre Metz, Lyon et Paris, devait amener nombre de francs-maçons à désavouer le grade tant les buts assignés à l'ordre leur paraissaient contraires à leur vision de la franc-maçonnerie. En effet, le secret et le but de la maçonnerie, outre d'associer la vengeance du meurtre d'Hiram à celle de Jacques de Molay et de perpétuer l'ordre du Temple, était de présenter dans un premier concile œcuménique les preuves constantes des calomnieuses imputations faites à l'ordre du Temple par la subordination des témoins et de demander ces biens envahis par l'ordre de Malte dont on ne doit recevoir aucun chevalier à ce grade. On voit que les instructions secrètes proclamaient ouvertement l'innocence et la pureté de la foi des Templiers et que par là même elles remettaient en cause le jugement de Philippe le Bel et du pape Clément V, ces derniers étant qualifiés dans les instructions secrètes d'abominables. Beaucoup de francs-maçons français ne pouvaient objectivement pas et plus se résoudre à pratiquer un grade et a fortiori à l'élever au rang de nec plus ultra, qui développerait une hostilité affichée envers le trône et l'autel, alors que la franc-maçonnerie, depuis ses débuts, n'avait eu de cesse, pour se disculper de certaines de ces accusations, de montrer des signes d'allégeance envers l'État et la religion. Qui plus est, la condamnation des Templiers de Saint-Jean, plus tard appelés chevaliers de Malte, à qui l'accès au grade était catégoriquement refusé, ne pouvait durablement pas emporter l'adhésion des francs-maçons français, dont l'univers culturel et une partie de l'imaginaire étaient imprégnés par la version du mythe des croisades développée par le chevalier de Ramsay,
dont le discours stipulait bien que notre ordre s'unit intimement avec les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et que de là venait le nom des loges de Saint-Jean. Cela explique qu'une fois divulgué puis mesuré la portée subversive des allégations contenues dans les instructions secrètes, beaucoup des propagateurs du chevalier Kadosh sont livrés à une condamnation sans appel du grade, à commencer par son zélateur de la première ordre, Antoine Meunier de Précourt, qui en inaugure la série. Après avoir pris sa distance à l'égard du projet insensé de restitution des biens de l'ordre du Temple, celui-ci a fait adopter en 1762 par ses condisciples messéens une résolution visant à reconnaître, je cite, que sous un vain prétexte et une qualité étrangère de chevalier Kadosh, on avait voulu introduire ce grade dans l'ordre de la maçonnerie, qu'il était abusif et de convenir de ne reconnaître ni cette qualité, ni les frères qui dorénavant se diraient en être revêtus. La condamnation d'Antoine Meunier de Précourt est suivie 3 ans plus tard par celle d'un autre franc-maçon messin, le baron de Tchoudi, qui la développe et la théorise, notamment dans l'Étoile flamboyante parue en 1766. Concernant la prééminence accordée par certains au chevalier Kadosh, celui-ci indique qu'il serait vain d'altérer des faits historiques pour légitimer des prétentions absurdes. Jamais la probité, guidée par une conviction raisonnée et judicieuse, ne pourra envisager comme un but de la maçonnerie la charpente mal enchevêtrée d'un grade qui rendra de la consistance à un corps méprisé et aboli. Promettant d'être sujet fidèle, honnête homme, religieux, bon citoyen, il écrit qu'un grade qui malheureusement a séduit un grand nombre de personnes de bonne foi vient encore de sortir récemment de la maçonnerie. C'est celui de chevalier Kadosh, titre illusoire dont on ne peut déterminer l'origine. Cette diatribe, dirigée contre le chevalier Kadosh, qui concentre à elle seule beaucoup des griefs adressés à son encontre, n'a pas peu compté dans le brusque revirement de situation opéré par les instances dirigeantes parisiennes, au moment même où le baron de Tchoudi intégrait le souverain conseil des chevaliers d'Orient, amenant beaucoup des tenants du grade templier à revenir sur leur position de départ, tout en légitimant les craintes de ses opposants. Sur fond de guerre des clans pour le contrôle de la Grande Loge et celui des hauts grades, ce qui a pour conséquence d'entraîner la contestation de l'autorité du Grand Conseil des grands inspecteurs élus, les nouvelles instances de la Grande Loge de France, de concert avec celles du souverain Conseil des Chevaliers d'Orient, en viennent à adopter dans des circulaires du 14 août et du 21 septembre 1766 les résolutions suivantes. Nous condamnons très expressément à tout maçon symbolique ou gradué, de quelque grade qu'il puisse être, de reconnaître, avouer, ni conférer le grade connu sous le nom de grand inspecteur, grand élu, chevalier Kadosh, que nous déclarons faux, fanatique, détestable, tant comme contraire aux principes et au but de la maçonnerie, que comme contraire aux principes et aux devoirs de l'État et de la religion. Rejeté dans le même temps par les francs-maçons lyonnais et son chef de file Jean-Baptiste Villermoz, dont l'élaboration de son régime maçonnique allait dans le sens d'un effacement total de la référence templière, le grade de chevalier Kadosh, tout à la fois vilipendé et proscrit, se retrouve à la fin des années 1760 mis à l'écart du paysage de l'écosystème français. Il est aussi écarté par le Grand Orient de France des hauts grades du rite français. Il est absent aussi du rite philosophique et éliminé du rite écossais rectifié. Passé du Capitole à la roche tarpéienne en très peu de temps, comme l'a écrit Étienne Gou, le grade de chevalier Kadosh ne disparaît pas pour autant totalement de la vie maçonnique des hauts grades. Le système qu'Étienne Morin emporte avec lui aux Antilles, chapeauté pour un temps par le chevalier Kadosh, avant son remplacement par le prince du Royal Secret en 1763, a toujours conservé une place de choix dans les différentes phases d'évolution du rite de perfection, et ce jusqu'à la fixation de la hiérarchie graduelle du rite écossais ancien accepté. La reconnaissance dont a toujours bénéficié le grade, comme l'absence de critiques et de polémiques à son sujet par les francs-maçons outre-Atlantique, peuvent s'expliquer par le fait que le grade a échappé aux débats et aux commentaires ainsi qu'aux dérives subversives suscitées par les allégations contenues notamment dans les instructions secrètes. En France, le recensement de la collection de rituels de la famille du chevalier Kadosh, numérisé par l'aréopage de recherche source, a montré que des rituels ont continué à être en vigueur, et ce même dans des versions tardives tout au long du XVIIIe siècle, voire jusqu'à l'extrême fin de l'Ancien Régime, avec des appellations et des contenus discursifs pouvant accuser d'importantes diversités. 37 rituels ont été listés jusqu'en 1798, avec des titulatures différentes et dans certains cas, sans même que le terme de Kadosh figure dans l'intitulé. Ainsi, à côté de la dénomination générique de chevalier Kadosh, le grade a aussi été appelé grand élu au chevalier saint, chevalier de l'aigle noir, grand inspecteur, grand inquisiteur, grand élu.
l'appellation la plus courante étant toutefois celle de chevalier de l'aigle blanc et noir. À titre d'exemple, et pour bien montrer toute la complexité de l'analyse des rituels écossais au XVIIIe siècle, où derrière l'homonymie se profilent des réalités textuelles et doctrinales très différentes, voire contradictoires les unes des autres, le rituel de chevalier de l'aigle blanc et noir de 1769 condamne le kadosh templier tout en conservant le vocable de kadosh. Dans ce cas de figure, le grade n'est plus considéré comme un grade de vengeance, le ka signifiant saint et par voie de fait la sainteté du Seigneur, et il est donné de l'usage de la double échelle mystérieuse une interprétation exclusivement spirituelle dont la connaissance se place sous les auspices du Dieu 3x5. En fait, il se dégage de la lecture du corpus des rituels de Kadosh 3 grandes tendances qui se sont anathémisées du reste entre vrai et faux Kadosh selon le sens donné à la référence templière. Dans un premier cas de figure, le texte du rituel, paradoxalement, ne contient aucune allusion aux Templiers, le chevalier Kadosh étant regardé comme le dépositaire de connaissances, on va dire, ésotériques. Quant à ceux qui font clairement référence à ces derniers, les chevaliers du Temple sont soit décrits comme des modèles spirituels à suivre, soit appelés à être vengés, la filiation templière s'inscrivant de la sorte, soit dans l'héritage spirituel, ou bien la restauration politique et matérielle de l'ordre du Temple. Malgré l'ostracisme dont le chevalier Kadosh a été l'objet de la part des instances obédientielles et de certains grands régimes maçonniques, le grade a continué d'être pratiqué par des francs-maçons et différemment décliné par des concepteurs de rituels qui lui ont fait tenir le langage qu'ils estimaient être le plus conforme à leurs considérations. Quoique certains en aient pensé durant les années 1780, la référence templière, contrairement aux propos réprobateurs de Joseph de Maistre, pour qui tout nous invite à faire divorce complet avec l'ordre des Templiers, la légende templière donc continuait d'être un élément d'interrogation pour beaucoup de francs-maçons qui, malgré les dénégations, ne pouvaient écarter l'hypothèse d'un lien unissant la franc-maçonnerie à l'ordre du Temple. La question templière, par exemple, à partir de 1784, a été longuement débattue lors du convent des Philalettes, lorsqu'il s'est agi de répondre à la question de la transmission de la science maçonnique. Donc, malgré tous ces regards divergents, c'est bon, je conclus. Donc, malgré tous ces regards divergents et parfois plutôt conciliants portés sur le grade, celui-ci est demeuré dans l'esprit de beaucoup un grade néfaste qui a inspiré et justifié tout un imaginaire de la subversion. Durant les dernières années de l'Ancien Régime, sur fond de controverses crypto-catholiques, de dénonciation de la légende noire du jésuitisme et de proscription des Illuminés de Bavière, toute une littérature de langue allemande et française s'est emparée de la thématique templière pour asseoir sa démonstration de noyautage politique de la franc-maçonnerie et prouver ses visées complotistes, la figure du chevalier Kadosh s'imposant comme l'une des chevilles ouvrières de l'œuvre maléfique. Reprenant à son compte nombre des idées contenues dans les publications allemandes, l'ouvrage de Nicolas de Bonneville, La maçonnerie écossaise et le secret des Templiers, inaugure ce type de littérature. Avec la Révolution française, le chevalier Kadosh, auréolé de l'estampille subversive, est utilisé et instrumentalisé par les théoriciens de la contre-révolution et de l'antimaçonnisme politique. L'abbé Baruel, dans ses mémoires, n'assignait-il pas aux arrière-loges de Kadosh la paternité du jacobinisme? Enfin, il convient de signaler l'existence de 2 rituels de Kadosh de 1795 et de 1797, dans lesquels la dimension subversive du grade est renforcée par l'adjonction d'une autre figure éminemment subversive, elle aussi, à la personne d'Olivier Cromwell. Alors que dans le rituel de 1797, la référence cromwellienne n'est qu'allusive, dans celui de 1795, appelé le Kadosh de Cromwell, probablement de facture contre-révolutionnaire tant par la tonalité outrancière du texte que par son moment de rédaction, l'obligation que prête le récipiendaire, après avoir brisé et foulé aux pieds un crucifix, synthétise à elle seule tout ce que le chevalier Kadosh, en tant que représentation archétypale de la subversion maçonnico-templière, pouvait véhiculer de plus détestable et de condamnable. Je cite. « Je promets et m'engage solennellement de venger la mort d'une multitude d'hommes qui ont péri en combattant les chevaliers de Malte et d'en immoler à mon ressentiment autant que je pourrais les faire périr sans danger. Je garde une haine éternelle et immortelle au pape et à ses descendants ou successeurs. » Enfin, au terme de ce tour d'horizon de la genèse et de la réception du chevalier Kadosh, il apparaît clairement que ce dernier a été un des grades qui, avec celui de Rose-Croix, a le plus suscité de commentaires et d'interprétations durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. N'est que plus ultra pour un temps, conspué et mis au banc de l'écosystème institutionnel durant de longues années,
il n'en a pas moins continué de survivre aux aléas de son histoire mouvementée, en incarnant tant auprès de ses défenseurs que de ses détracteurs un modèle ou un contre-modèle absolu. Outre-Atlantique, le grade a connu une histoire beaucoup moins polémique et son retour en France, dans le cadre du rite écossais ancien accepté, marque son retour en grâce au sein de l'écosystème institutionnel, même si par décret du 27 novembre 1806, il est décidé, on suppose par prudence, par Cambacérès, alors grand maître adjoint du Grand Orient de France et grand commandeur du Suprême Conseil de France, de ne conférer les grades d'élu et de kadosh que par communication. Ce n'est qu'à partir de 1815 que le chevalier kadosh, dans sa version 30e degré du rite écossais ancien accepté, peut de nouveau être pratiqué, mais ce dans une optique amenée à évoluer continuellement tout au long du 19e et du 20e siècle vers une démarche humaniste et de résistance aux oppressions, tournée vers la recherche du bien et la défense des libertés. Thank you very much. We're a wonderful introduction to the Night Kadosh. We'll learn more about the Night Kadosh, Jean-Marie, and our interpreters have asked that you speak at a calm, slow level. Merci. Oh, yes. Monsieur le Président, dear Brent, très chers frères, très chères sœurs, chers amis, au sein de Sources, un atelier de recherche de la juridiction des rites écossais du Grand Orient de France, atelier qui existe depuis plus de 40 ans, il y a une petite vingtaine d'années, un petit groupe de frères s'était mis dans l'idée d'étudier l'évolution des pratiques gestuelles maçonniques au fil du temps, depuis les origines d'un grade, sachant que les pratiques gestuelles étaient, d'après les observations, parfois et même souvent, différentes d'une époque à l'autre, d'un lieu à l'autre, pour un même grade. Un geste comme par exemple au grade de chevalier kadosh, la simulation de sortir une épée de son fourreau, devenait dans des lieux proches des bords de mer la sortie d'un sabre selon un geste ample et rond, comme pour passer à l'abordage d'un bateau corsaire. Existerait-il des phénomènes culturels d'influence d'un domaine dans l'autre, complètement différents, dus à la proximité géographique? Je vous pose la question. Autre exemple, découvrir par un effet de génération spontanée en France, dans un rituel de la juridiction écossaise du Grand Orient de France en 1983, l'apparition d'un poignard dans la botte droite du chevalier kadosh, alors qu'il n'y en a jamais eu depuis l'apparition du grade, je parle du poignard, dans la botte, dans les années 1760, à Metz, en Lorraine, et tous les rituels qui ont suivi, sauf en 83. L'idée pointa rapidement aux chercheurs que nous étions. Il nous fallait créer une banque de données fondée sur les textes exacts des rituels pratiqués ou ayant été pratiqués par grade et collationner les mots décrivant les gestes prescrits et recommandés. La richesse se révéla immense, car non seulement nous arrivâmes à répondre à notre premier souci, celui de tracer l'évolution de pratiques gestuelles d'un grade, et puis aussi, bien sûr, des grades autres, bien évidemment, mais également dans d'autres rituels, dans les mêmes ou d'autres, les rose-croix, les maîtres secrets, et des informations sur un ensemble de données qui ont été celles de regarder les appellations, de regarder les bijoux, de regarder les décorations, de regarder les fonctions, de regarder les déambulations, de regarder les discours d'orateurs quand il y en avait. Toute indication scénique des cérémonies maçonniques, les didascalies, comme on dit aujourd'hui dans le domaine du théâtre, étaient parfois présentes, parfois pas. Ceci donnait un panorama extraordinaire à la manière de pratiquer un grade dans une époque et à un certain moment et de relier les événements les uns par rapport aux autres pour s'en faire une idée. On découvrait par exemple des fonctions
parfois très bizarres. Je fais appel, par exemple, à un rituel de Albert Pike, américain bien connu de certains ici, dans lequel on découvre un turcopilier. Un turcopilier, eh bien, la fonction était tout à fait unique. C'est un officier militaire dont la mère est chrétienne et le père chrétien et le père musulman, et qui était chargé, bien sûr, de mener des combats selon la tradition qui liait les turcopiliers entre eux. Voilà. Notre curiosité, les chercheurs en question, vous en avez un, et le maître d'œuvre, j'ai le plaisir à le saluer devant tout le monde, c'est Guy Giraud qui me suivra tout à l'heure en parole. Notre curiosité, disais-je, alla de trouvaille en trouvaille et de géographie en géographie et de siècle en siècle. La banque de données rassemble aujourd'hui un peu moins de 1000 rituels des rites écossais, écossais anciens acceptés, et l'artisan qui continue, Guy Giraud, ici présent, continue à numériser avec d'autres frères, d'autres rituels qui arrivent, et notre pratique permet effectivement d'entrer dans cette banque de données par différents biais, par l'apparition, par le fait d'avoir une appellation, par le fait d'avoir une date, par le fait d'avoir un lieu, et de regarder effectivement comment la géographie des rites se répand finalement dans un domaine bien particulier, celui de notre connaissance de Chevalier Kadosh. Les sources furent principalement les rituels maçonniques conservés dans les archives de municipalités françaises, dans les provinces françaises, ou ayant été confiés pour certains à la BNF où nous nous trouvons aujourd'hui. La grande majorité des rituels numérisés sont en français, mais certains d'entre eux d'origine de langues étrangères ont été traduits en français, comme par exemple celui de Albert Pike, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Ma présentation de ce jour est en fait une réflexion dérivée de cet ensemble de rituels traitant de l'imaginaire du grade de Kadosh. Je m'explique. Le mot imaginaire est devenu en France un mot tendance, fashionable. Il fait partie de ces termes très excitants qui semblent passionnants jusqu'à ce qu'ils soient surutilisés et perdent une grande partie de leur sens. En se concentrant sur un seul grade, celui de chevalier Kadosh, les mots utilisés, les descriptions de lieux où se déroulent les cérémonies, les prestations de serment ainsi que d'autres paramètres m'ont incité à tenter une description du monde imaginaire et vous la proposer sous-tendant ce qu'on appelle d'une manière un peu académique l'éthos, mot grec que les sociologues connaissent bien, celui de l'image culturelle et des intentions initiatiques que le grade de Kadosh déploie. Je vous invite avec moi à mettre un peu d'ordre dans le terme de imaginaire. Je fais appel à un savant français qui s'appelle Maurice Godelier, anthropologue de sa profession, un des plus influents aujourd'hui, dans un livre qui a 3-4 ans, qui s'appelle L'imaginaire et le symbolique. Et il nous dit ceci: tout ce qui est imaginé n'est pas imaginaire. Tout ce qui est imaginé l'est par la pensée qui produit soit de l'imaginé non imaginaire, soit de l'imaginé imaginaire. Je pèse les mots. L'imaginé non imaginaire, eh bien, c'est simplement un acteur jouant Macbeth, par exemple, mais qui, une fois la représentation de la pièce de Shakespeare terminée, redevient une personne dont la profession est d'être acteur. L'enfant qui est déguisé en indien fait semblant de l'être, mais il sait aussi qu'il n'est pas indien. Le caractère irréel du jeu et de l'œuvre d'art est présent, mais le jeu ou l'œuvre sont aussi réels. Or, avec l'imaginaire impliqué en maçonnerie, et aussi dans les religions, dans la vie politique, le caractère irréel des représentations et des pratiques qu'elles impliquent disparaît. Elles ne sont plus vécues comme irréelles, mais comme surréelles. Je ne sais pas comment nos amis traducteurs vont faire cela, mais il y a une grande différence entre l'irréel d'un moment et le surréel apporté à l'image qui devient puissante. Même si ces images sont parfois contre-intuitives et que leur existence suppose un acte de foi et une vérité
dictée. C'est le monde de l'imaginal, autre adjectif que je développerai un peu tout à l'heure. Plus réel que le réel, au sens d'imprégner l'individu dans sa nature profonde, jour après jour, pour nous, tenue solennelle après tenue solennelle à un même grade. L'imaginer imaginaire touche aux croyances sociologiques profondes. L'imaginer imaginaire, c'est de cela dont il s'agit et que je vais développer quelque peu. Cette perspective nous fait nous interroger sur la nature et le rôle de l'imaginaire et du symbolique, afin de rendre compte des composantes fondamentales des sociétés, mais aussi des aspects essentiels du mode d'existence humain au sein de ces sociétés. Entendons ici société, comme le sont les sociétés de francs-maçons au 30e grade, dans le rite écossais ancien accepté, dans leurs aréopages ou conseils philosophiques, selon le terme utilisé en France pour décrire ces assemblées. Dans le monde profane, quelques exemples de cette notion d'imaginer imaginaire va vous faire toucher du doigt ce dont il s'agit. Nous transposerons ensuite dans le domaine maçonnique. Quelques exemples frappent les esprits. Par exemple, en Chine, le mandat du ciel, bien sûr, est un imaginaire, bien évidemment. Le droit divin en Occident. Aujourd'hui, la démocratie, pourquoi pas? Pourquoi pas la notion de patrie? Pourquoi pas la notion de parenté elle-même? Imaginaire. En fait, il ne peut exister de régime au pouvoir, de religion, de rapports de parenté ou d'autres rapports sociaux telles nos appartenances maçonniques, sans le support de multiples éléments symboliques qui en expriment la nature, mais aussi les font exister socialement, collectivement et intimement dans l'esprit et le corps de ceux qui doivent les reproduire. Nos cérémonies d'initiation maçonnique sont de cet ordre, entre autres, car elles servent à transmettre, à consolider les chaînes d'union qui nous lient de génération en génération, mais aussi d'un lieu à l'autre sur notre petite planète, comme c'est le cas aujourd'hui à la BNF. Chaîne que l'on pourrait qualifier de phylogénétique, autrement dit de relation de parenté vivante des francs-maçons d'un certain degré, dans des lieux, nos temples, selon des règles bien précises, des gestes, des appellations, des décors, et tout cela au fil du temps, avec les variations que vous pouvez imaginer. Pour nous, francs-maçons, l'imaginer imaginaire, c'est l'importance des rites, les lieux que sont nos temples, notre gestuelle, nos mises à l'ordre, nos signes d'ordre, etc., etc. Pour les religions, ce sont les offrandes, les sacrifices, les prières, les innovations, des chants, des danses, gestes prescrits ou même proscrits. Par les systèmes politiques, ce sont les palais, les forteresses, les cases des chefs, les sceptres, les trônes, les hymnes, les drapeaux, etc. Le génie de nos ancêtres maçons, c'est une hypothèse, fut de rassembler, peut-être malgré eux, des notions mythico-légendaires, les gestes en harmonie qui convenaient, les appellations adéquates, les formes rituelles qui permettaient de distinguer le profane d'un sacré voulu et construit. En maçonnerie, sacré, cet adjectif distinctif d'une étiquette d'une appartenance d'élu, marquant ce que le sociologue et philosophe Pierre Bourdieu appelle le franchissement entre un avant et un après, le rite apportant l'effet d'assignation statutaire lié à l'imaginaire. Noblesse oblige. Le rituel d'institution produit ainsi des effets réels. Celui qui est institué se sent sommé d'être conforme à sa définition, à la hauteur de sa fonction, ici en maçonnerie, à la hauteur de son grade, pénétré que le frère ou la sœur l'est par l'imaginaire du dit grade. Je vous rappelle que la notion d'élu faisait sans doute appel à ces notions de départ pour distinguer et franchir effectivement des étapes. Aujourd'hui, les formes maçonniques que nous retrouvons dans nos règlements, dans nos rituels, sont un sujet d'étude pour les membres de notre juridiction, ne serait-ce que le fait de l'individu s'interrogeant sur ce qu'il fait et pour quelles raisons il fait ce qu'il fait. Les formes maçonniques, certains peuvent y attacher de l'importance, et d'autres, c'est un formalisme obligatoire, mais désuet.
Par exemple, mon très cher frère, ma très chère sœur, c'est parfois une manière très banale de dire bonjour monsieur, bonjour madame, bien évidemment. Pour d'autres, ce sont des impératifs comportementaux garants d'un formalisme rigide, considéré comme obligatoire, et je fais allusion au rôle de l'adjudant-chef dans sa vue myope des choses. Une troisième piste me semble devoir être prise en compte, celle-ci garantissant à mes yeux la légitimité de la démarche maçonnique, celle d'améliorer l'homme et ce faisant, comme on le sait ou comme on le suppose, la société. Cette démarche rejoint celle du monde imaginal, notion qui est une création conceptuelle due au philosophe français Henri Corbin, dont les travaux sont essentiels pour toute démarche herméneutique, c'est-à-dire de justification par le sens que l'on perçoit. De quoi s'agit-il ? Le néologisme imaginal s'appuie sur ce que l'on pourrait appeler une exaltation philosophique de l'image, du symbole, du décor, de la mise en scène, etc. Cette exaltation ouvre à la connaissance symbolique de la réalité et d'une certaine manière, Jung, par exemple, avec ses archétypes, a été tenté par creuser dans cette voie de réflexion. C'est le peintre décrivant une nature plus réelle qu'elle ne l'est à l'origine, ou encore le compositeur de musique ouvrant un registre d'émotions sensibles dépassant l'émotion banale à propos d'un événement. Il s'agit d'une sorte de surréalité apportée par l'investissement réflexif et émotif sur l'image, sur les décors, sur l'apparaître, faisant apparaître éventuellement l'être qui se cache derrière. Anecdote taoïste, j'étais en Chine il y a quelques mois et figurez-vous que j'ai assisté à une réunion, une cérémonie taoïste. Et puis à un certain moment, les prêtres taoïstes dessinent par terre des étoiles toutes petites comme cela, et il y en avait 7, 8 peut-être, 7, et ils se sont mis à danser sur les étoiles, une par une, ils étaient 3 ou 4, et ils se trouvaient ça extraordinaire. Et en demandant ce que c'était, eh bien, figurez-vous qu'ils dansaient sur l'image de la grande ours en se voulant universelle, ce faisant, en regardant notre planète de là où la grande ours se trouve. Je trouve cela extraordinaire comme imaginal de transposer effectivement dans le mental des choses vues qui vous possèdent et vous transforment. Alors bien sûr, on est loin du formalisme maçonnique désuet que certains rejettent, et on est loin aussi de ce formalisme obligatoire imposé et qu'on ne comprend pas. On est donc dans le fait que l'image devient un facteur d'imagination et de création de soi-même par l'effet de cet imaginal. C'est un mode de représentation qui rend les choses, les situations, les événements perceptibles et plus intelligibles, un mode de liaison qui construit des formes de coexistence, de succession et d'enchaînement causal entre des événements d'une vie maçonnique pour nous, à chaque tenue solennelle à laquelle nous participons. En maçonnerie, ces images, ces mondes imaginaires, eh bien, chaque grade pratiqué a cette formulation. Le Rose-Croix n'agit pas comme le Kadosh comme le maître secret comme le maître. Et je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas d'hier parce que je ne voulais pas m'avancer en imaginant ce qui a pu se passer, mais il s'est passé sûrement des choses de ce domaine-là depuis l'origine, puisque nous avons plus de 300 ans d'existence et que cette existence existe, bien sûr, par les textes, mais existe par les hommes, par les femmes, existe par la transmission et existe, me semble-t-il, par ce pouvoir de l'imaginal qui a transféré effectivement des valeurs d'un moment de l'histoire à un autre. Je vais en arriver à décrire un peu ce que veulent... Oui, j'ai le temps encore, j'ai le temps. Je suis dans les temps. Je voudrais passer en revue ce que ces rituels numérisés à la relecture, la relecture, comment est-ce que ces images métaphysiques me sont apparues au travers des éléments et peut-être de ce qui a été la projection dans mon esprit de cet imaginaire du chevalier Kadosh. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est l'ingénieur que je suis qui s'est un peu amusé à faire des aides visuelles un peu différentes.
Alors, par exemple, aujourd'hui, mais hier, eh bien, en France, il y a la notion d'aéropage, bien sûr, qui est là, qui qualifie le franchissement de Bourdieu de tout à l'heure, ou conseil philosophique, c'est l'un et l'autre terme que nous utilisons. Eh bien, il y a des couronnes, bien évidemment, que tout le monde connaît, avec le roi, le pontife, le conquérant. Il y a des échelles mystérieuses, parfois à simple montant, parfois à double menton, mais tout à l'heure, notre frère Jean-Luc nous dira beaucoup de choses là-dessus. Nous avons un aigle bicéphale, bien sûr, blanc et noir. Nous avons un nec plus ultra, nothing above. Le nec plus ultra étant du latin, je ne me suis pas permis de traduire cela en français. Nous avons une croix templière qui n'est pas la croix de n'importe qui, bien évidemment. Nous avons des servants d'armes, des grands servants d'armes, nous avons des grands juges, nous avons des poignards, nous avons des épées, et nous avons un élément qui s'appelle, que j'ai résumé en disant la nuit commence, dusk, the night begins, watch, c'est-à-dire la veille, c'est-à-dire l'éveil et la veille en même temps. Ensuite, on peut retirer de cela un ensemble de données qui sont, je dirais, presque des valeurs ou des notions beaucoup plus élargies, fondées sur ces éléments factuels, ces outils que sont ceux du grade en question. Alors, vous avez la notion de force du bien contre les forces du mal qui apparaît, bien évidemment, au travers des poignards, au travers de l'opposition entre blanc et noir. Vous avez effectivement le mal et le bien qui s'affrontent. Vous avez l'amour de la vérité. Vous avez l'amour de la vérité qui apparaît textuellement dans les rituels. Vous avez la fraternité humaine qui est présente tout le temps. Bien sûr, une fraternité chevaleresque, bien évidemment, mais pourquoi pas étendue à d'autres notions de fraternité, on y viendra. Vous avez l'amour de l'humanité, en toutes lettres. Vous avez le « fais ce que doit, advienne que pourra », adage venant sans doute du Moyen-Âge, « do what you ought and see what will happen ». Vous avez le fait de juger et d'agir, 5 minutes, oui, bien sûr, to judge and to act. Vous avez la montée vers la connaissance, bien sûr, au travers de l'échelle, mais au travers, effectivement, de toutes les incitations qui sont données. Vous avez la réalisation par l'action, autrement dit, on n'est pas dans la pensée unique, on est effectivement dans l'application de cette pensée tous les jours. Et puis, vous avez des valeurs morales qui, bien sûr, sont développées au fur et à mesure des choses, ceci impliquant, bien évidemment, la réflexion fondamentale de l'individu sur lui-même, pour lui-même et pour les autres. Alors, combattre et dépasser, bien évidemment, et j'en viens à cette vision un peu large des choses, où l'imaginaire du Kadosh peut être transcrit sur l'ensemble des éléments en bleu dans les rectangles, qui sont ceux que j'ai évoqués, qui sont ceux que l'on trouve dans les rituels et dans les décors et dans les pratiques, et je pense depuis l'apparition du grade vers les années 1760, et puis en rose et en rouge, autour, un peu les notions sur lesquelles cet imaginal se transfère par les paramètres et les vecteurs qui portent cette chose-là. Alors, bon, ceci étant, jour après jour, la répétition étant le principal argument de l'éducation, nous avons des tenues solennelles régulières. En France, par exemple, dans mon appartenance à la Normandie, eh bien, nous nous réunissons 5 à 6 fois par an, mais on fait de même avec les Rose-Croix, on fait de même à différents grades, mais ceci est l'objet d'une présentation autre que je ferai d'ailleurs cet après-midi au petit auditorium. Alors voilà, ce qui rassemble, et j'en conclurai là-dessus, dans mon esprit, je suis très impressionné depuis très longtemps. J'ai travaillé à Berlin pendant plusieurs années, à la chute du mur, et à Berlin se trouvaient les originaux des gravures essentielles que Dürer, il en a fait une centaine, mais il y en a 3 qui sont très connus. Il y a Saint Jérôme traduisant la Bible avec le lion, il y a Mélancolia 2, et puis il y a le chevalier, la mort et le diable. Et cet imaginaire de Dürer, pour moi, représente, si j'avais une conclusion à faire, un peu tout ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Thank you very much. Very clearly, the Kadosh is a topic
of great depth. We will have our last presentation this morning by Guy Giraud. We'll then have a brief award presentation by Paul Rich. We'll break for coffee, and then we will wrap up the Kadosh session after coffee. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes sœurs, mes frères, l'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la fraternelle participation du frère Edgar Abela et les conseils éclairés de mon frère Henri Lombard. Un rite maçonnique comme le rite écossais ancien et accepté comporte des grades, quelquefois réunis en classes, consignés d'abord dans des cahiers du grade, appelés aussi rituels, manuscrits, dactylographiés, imprimés et maintenant numérisés. Dans ces cahiers se trouvent toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement d'une cérémonie. Nous avons cherché puis recueilli ces documents dans les bibliothèques municipales, départementales, nationales, françaises, européennes et même nord-américaines depuis les origines de la maçonnerie jusqu'à nos jours. Le contenu de chaque cahier a varié au cours du temps. Pour un même grade, les manuscrits et autres écrits ne sont pas identiques. De nombreuses rubriques ont pratiquement disparu, comme le discours historique, l'instruction du grade ou la description des décors et les tableaux de loge qui composaient une grande partie des manuscrits. Ils ne figurent plus actuellement dans nos rituels de référence. D'autres sont apparus comme le memento, les notes intercalaires vulgairement appelées petites lettres, donnant des instructions sur les décors et la décoration. La lecture de cette collection permet à chacun de connaître les différentes évolutions ou les différents aspects d'un grade, de se faire une opinion personnelle sans avoir à chercher dans les différentes bibliothèques, l'une après l'autre, tous ces rituels. Des centaines de cahiers du grade que nous avons ainsi récoltés, puis transcrits, nous ont permis de nous forger une opinion sur l'évolution du rite. Ils sont consultables sur notre site du Suprême Conseil, avec ceux d'autres grades, d'autres rites, dans la rubrique « À regarder » 2017, source 40 ans après. Nous n'avons aucune vocation ni prétention à édicter des vérités canoniques sur ce que doit faire un franc-maçon, mais simplement, nous allons rapporter le résultat de cette recension, du regroupement et de la transcription dans un même format de près d'un millier de rituels de tous les grades, dont une centaine environ du 30e grade. Les gestes, et en particulier le signe du grade, sont d'une remarquable fixité. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés uniquement à la gestuelle du 30e grade en limitant le champ d'examen aux signes et à l'ordre. Nous pouvons actuellement raisonnablement estimer et dire que depuis les origines, les gestes n'ont pas varié, sauf pour un seul d'entre eux, le 33e grade. Qu'aux origines, seul le signe était transmis et que l'ordre est apparu plus tardivement. Qu'aux origines, cette transmission était effectuée par le maître de loge. Qu'aux origines, la justification du signe accompagnait toujours sa communication, que le but du signe était de rendre grâce à Dieu, que le côté droit prévalait toujours sur le gauche, le noir sur le blanc et le masculin sur le féminin. Notre objectif plus précis aujourd'hui est de mieux comprendre pourquoi la gestuelle maçonnique, et en particulier celle du 30e grade, joue un rôle primordial dans la fraternelle harmonie qui se crée et doit régler notre pratique dans tous les ateliers. Le geste maçonnique, par-delà les langues, constitue ce qui permet depuis l'origine, comme encore aujourd'hui, de participer à une tenue de loge sans en comprendre les mots qui le constituent. Si chacun, en même temps, y apporte la même signification partagée, le même retentissement émotionnel, au niveau de chacun, n'a plus besoin alors d'aucune parole pour être décrit.
Rappelons ces signes d'importance de Jean Mourgue. Est une discipline transcendante en ce sens qu'elle est rituelle, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur une tradition, qu'elle met en jeu une expérience de l'humain et du sacré, qu'elle s'inspire de principes qui dépassent les implications apparentes et immédiates des pratiques en cause, et qu'en somme, elle constitue l'autorité libératrice. Les gestes rituels ont pour le moins 3 vertus. Ils ordonnent le corps, ils assurent le pouvoir de l'esprit, ils ouvrent des perspectives sur le monde. Tout geste est signe en maçonnerie. Et tout signe fait sens, pourrions-nous ajouter. Dans notre cerveau, les neurones miroirs s'activent lorsqu'on effectue un geste, mais aussi ceci est important pour notre réflexion sur la gestuelle maçonnique lorsqu'on voit un autre réaliser ce même geste. Et cette activation est d'autant plus intense et mémorable que le geste perdure et se renouvelle. C'est la raison pour laquelle, répétons-le en loge, il est bon de faire ensemble le même geste, identique et juste, le plus possible parfait, tous en même temps, en y attribuant chacun la même signification. Entrons maintenant dans la description de la posture d'ordre et de l'exécution du signe du chevalier Kadosh. L'ordre ou mise à l'ordre est une posture qui concerne le sujet. C'est une mise en ordre de soi dans toutes les composantes, autant physiques que physiologiques, car touchant à l'être profond. L'ordre n'est pas un signe, mot qui intègre généralement une question de cinétique, mais bien une position, une attitude, une posture que l'on maintient. L'ordre inaugure puis conclut le signe. Et parler d'un signe d'ordre, à mon avis, est un oxymore. L'ordre est un exercice spirituel, une sorte de yoga maçonnique. La mise à l'ordre est une discipline du sujet qui reste dans cette posture lors de l'ouverture et de la fermeture des travaux, lorsqu'il s'agit de passer du temps profane au temps sacré et inversement. Et pendant, évidemment, le temps où il a la parole. Cette posture nous permet sans doute de construire notre fraternité. La lecture des rituels, du plus ancien que nous ayons trouvé, le sublime chevalier élu de 1750 jusqu'au plus récent, nous apprend que la mise à l'ordre ne s'est individualisée que tardivement, aux environs des années 1830. Le suprême conseil du rite écossais décrit ainsi l'ordre. Le glaive dans la main gauche, la main droite sur le cœur, les doigts écartés, formant la griffe. Le glaive dans la main gauche, les chevaliers Kadosh étant plus armés d'un glaive, le glaive dans la main gauche désigne la position suivante, la main gauche appuyée sur la hanche, le poing fermé, le pouce dressé. La dénomination de glaive comme arme du Kadosh est tardive et attribuée après bien des hésitations entre épée et glaive, ce qui a permis à notre frère Henri tout à l'heure de parler de l'épée du chevalier Kadosh, alors qu'à mon avis, il s'agit uniquement de glaive. Pourquoi glaive assez grave plutôt qu'épée, si communément visée dans les grades symboliques? Le glaive est devenu au fil des siècles un objet honorifique comme récompense d'une distinction, d'une qualification particulière. Il était offert aux gladiateurs célèbres lorsqu'ils étaient affranchis. Au XVIIIe, au XIXe siècle, ils ne sont plus qu'instruments ou bijoux annonçant le déclin de l'arme blanche. Donc, le glaive peut se donner au frère qui a atteint le terme de son initiation symbolique, le 30e grade,
nec plus ultra de l'écosysme. Nous pouvons donc proposer comme situation de cette position à l'ordre, le glaive dans la main gauche pointe en haut, signifie que le chevalier Kadosh veille, armé du glaive et honoré par son port, sa vigilance pour la justice n'ayant d'égal que la détermination du cœur qui reste la voie principale de sa démarche. La main droite sur le cœur, les doigts écartés formant la griffe. La main droite sur le cœur est la bonne position qui signifie, comme cela est écrit, « Mes obligations doivent être profondément gravées dans mon cœur et rien ne doit être capable de les en arracher. » Les doigts doivent former une griffe perceptible par le frère sur le thorax, qui doit avoir la sensation qu'il pourrait, dans cette attitude, s'arracher le cœur, que ses obligations y sont profondément gravées. Cette disposition des doigts sur la main est une grande importance. Cependant, l'observation des positions de nos frères montre que quelquefois, les doigts sont écartés, serrés ou en équerre. De même, la place sur le thorax est importante. Ces positions différentes ne produiront pas l'état recherché en appliquant la main sur le cœur. On doit pouvoir en sentir les battements. C'est la raison pour laquelle nous disons et nous redisons que le geste d'ordre doit être transmis solennellement par le maître de loge, vérifié par les surveillants et non pas simplement imité par le nouveau initié. Le signe. Depuis les origines, les francs-maçons ont pour se reconnaître des signes, des mots caractéristiques de leur engagement et de leur grade. Ceci a été à l'origine de beaucoup de défiance à l'égard de la maçonnerie, de la part des pouvoirs politiques et religieux, avant qu'ils ne cherchent à l'opprimer. Le signe est un mouvement volontaire, imagé ou conventionnel, destiné à communiquer, à savoir faire quelque chose, geste ou signal qui dispense alors du langage, car le signe lui-même est parole. C'est un signe d'intelligence par lequel les paroles qui marquent les personnes marquent leur compréhension réciproque. Il est caractéristique du grade que nous ont accordé nos frères qui nous précédaient dans la voie de l'initiation. Le signe est l'élément dynamique qui suit le moment venu, la posture d'ordre. Le signe nous fait entrer dans l'altérité où chacun fait la même chose pour l'autre et doit recevoir la même chose de l'autre. C'est le seul moment de communion qui qualifie une transcendance dans le rapport du je à tu. Le signe est alors le il de notre histoire commune. Si le je et le tu restent singuliers, le il doit être commun car nous le partageons avec les frères de notre rite et à notre grade. Il authentifie notre identité, celle des frères de notre loge qui ont la même gestuelle en y apportant la même signification. De même, pour la mise à l'ordre, nous répétons qu'il devrait être transmis de manière traditionnelle comme aux origines. Le signe précise, explicite et souligne la spécificité du grade en rapport avec son symbolisme. Il doit être exécuté lentement avec pour objectif de se faire reconnaître à celui à qui on l'adresse. Il ne peut être exécuté que dans un lieu couvert, jamais dans la rue ni en public. C'est ainsi que l'on fléchit le genou droit. L'explication donnée dans les anciens rituels se trouve toujours dans nos cahiers du grade.
on fléchit le genou pour marquer qu'il faut toujours le fléchir pour adorer Dieu. Cette explication ne peut être acceptée de nos jours, car les conceptions métaphysiques des membres de notre juridiction, quelles qu'elles soient, doivent être respectées. La franc-maçonnerie n'exclut personne pour ses croyances. Elle a pour principe la liberté absolue de conscience et la solidarité humaine. Elle a pour principe liberté, égalité, fraternité. Le convent de 1887, dont je viens vous lire les termes, ne supprime pas cependant l'invocation au grand architecte de l'univers, mais seulement l'obligation de la croyance en Dieu. Aussi, nous nous en tiendrons à la description habituelle, telle qu'aux origines, le glaive dans la main droite, dans la main gauche, excusez-moi, la main droite sur le cœur, les doigts écartés, formant la griffe et à l'ordre. Le mouvement de la main droite. L'examen des anciens rituels montre que le déplacement de la main droite qui accompagne le fléchissement du genou se termine de façon différente et connaît des variantes. C'est ce que nous indique le cahier du grade, édité par la librairie Michalet en 1837 et qui regroupe les 4 variantes du geste du 30e grade, tous appelés chevaliers de Kadosh. Cette pluralité provient probablement des multiples ascendances du grade templière, philosophique, hermétiste ou sociétal, issus des rituels d'inspiration différentes. Alors que la main gauche, appuyée sur la crête iliaque, le pouce levé ne bouge pas, la main droite peut se diriger dans 4 directions différentes. La première vers le haut, menaçant avec le poignard tiré du cordon auquel il est suspendu. C'est ainsi qu'on trouve la description du signe dans le grand inquisiteur, grand élu, chevalier Kadosh de l'aigle blanc et noir. La deuxième, en pronation, c'est-à-dire empoignant le genou droit, que l'on fléchit légèrement, se trouve dans les grands élus chevaliers Kadosh, connus sur le titre des grands inspecteurs des loges. Le troisième, vers l'avant, en levant le bras droit, le poing fermé, le pouce levé, se trouve dans le rituel des grands élus chevaliers Kadosh sous le titre de l'aigle blanc et de l'aigle noir. Enfin, le quatrième, vers le bas, en portant la main en supination ouverte vers l'extérieur, se trouve dans les grands élus sous le titre de chevalier KS, c'est-à-dire écrit K-A-E-S. Notons que la variante inventive de 1983 a disparu, comme il était écrit « saisir un poignard dans la botte », interprétation qui a eu sa vogue et qui a été abandonnée, comme cela a été rappelé. Mais il convient de choisir, et pour cela, nous avons été obligés de nous référer à une iconographie ancienne du XVIIIe siècle que l'on trouve dans le franc-maçon en habit de lumière, illustration des grades du 4e au 33e grade, exposition qui a été faite à Tours le 15 juin, du 15 juin au 8 septembre 2002. Cette iconographie ancienne permet d'indiquer la position de la main droite vers le genou droit en fin de geste pour empoigner le genou. Quelle peut en être la signification?
Dans la centaine de rituels que nous avons consultés, nous n'avons trouvé qu'une seule explication. C'est le plus ancien signe de dévouement, les rois, les dieux dans l'Antiquité, juraient ainsi leur traité. C'est ce que nous avons trouvé dans le fonds Gerchel à la bibliothèque municipale de Strasbourg. En effet, soit la main droite rejoint le genou droit en supination et le geste, à ce moment-là, peut être considéré comme une révérence, soit la main droite se dirige vers le genou droit et l'on interrompt le geste, et ceci n'a pas grande signification, soit la main droite le rejoint le genou. Il s'agit alors d'une confirmation de notre engagement maçonnique. En conclusion, on peut se demander si un chevalier kadosh de nos jours reconnaîtrait à ces signes un chevalier kadosh des origines. Certes, oui, s'il se mettait à l'ordre, la main gauche appuyée sur la hanche, le poing fermé, le pouce dressé, la main droite sur le cœur, les doigts écartés formant la griffe, et s'il continuait par le signe, gardant la main gauche appuyée sur la hanche, le poing fermé, et laisser tomber la main droite le long de la cuisse en empoignant le genou droit et confirmant ainsi notre engagement maçonnique. Nous avons montré ou tenté de montrer que le geste, mis à l'ordre ou signe, ne s'est pas seulement joint à la parole. Le geste parfait est devenu lui-même parole. Ce faisant, un humus commun de nature spirituelle s'est créé entre ceux qui l'ont exécuté, donné ou reçu. Ils se sont reconnus mutuellement en quelque chose. Une fraternité humaine est devenue une fraternité initiatique. Le rituel du chevalier kadosh et sa gestuelle sont bien l'expression d'un rite pour construire la fraternité. Je vous remercie. This is a topic more complex than I imagined, and yet we have more to come after the coffee break. Is Paul Rich here, president of the Policy Studies Organization? Daniel's going to make the presentation. The award, yes. Good morning. Good morning. My name is Daniel Gutierrez. I'm here on behalf of the conference organizers to present the Regulus Award for distinguished service to the scholarly community to the Commission d'Histoire de la Grande Loge Féminine de France for all the work they have contributed towards the field of history of women's Freemasonry. C'est un honneur et c'est une grande joie pour la Commission nationale d'histoire de la Grande Loge féminine de France de recevoir cette distinction dans le cadre prestigieux des 3e rencontres internationales de l'histoire maçonnique. Nous en sommes très touchés
Et nous remercions chaleureusement la Fondation académique américaine PSO, ainsi que le Musée de la franc-maçonnerie. C'est pour notre commission la reconnaissance d'un travail commencé voilà plus de 40 ans. Créée en 1976, la Commission nationale d'histoire est en effet chargée par la Grande Loge féminine de France de constituer et de conserver son patrimoine historique et culturel et d'en entretenir la mémoire. Elle conduit des recherches sur l'histoire du mouvement maçonnique et plus particulièrement sur l'histoire de la franc-maçonnerie féminine et le rôle des femmes remarquables, francs-maçonnes ou non, qui ont travaillé, œuvré à l'amélioration de l'humanité. La commission communique sur ses travaux et les diffuse par des publications et par des articles dans les revues maçonniques. En collaboration avec l'Association des Amis des collections, totalement associée à ce prix et dont la présidente, notre très chère sœur Françoise Sabadell, membre de notre commission, est présente dans ce grand auditorium. Elle préserve et enrichit le patrimoine maçonnique, plus spécifiquement féminin, qu'elle met en scène dans des vitrines musées pour le faire connaître et en rendre la mémoire vivante. Commencé sous la houlette pionnière de Fabienne Lécharpe, qui fut grande maîtresse de notre obédience, nos travaux, donc ceux de la commission d'histoire, s'étoffent et se renouvellent d'année en année. Ils ont connu un pic d'enthousiasme lors du retour des archives russes, dont le contenu a permis la reconstitution complète des 40 premières années du XXe siècle. Nous souhaitons associer à cette récompense toutes les sœurs qui ont œuvré avant nous au sein de cette commission. Elles nous ont transmis leur passion, leur goût d'interroger les textes avec rigueur et leur persévérance. L'éclairage de l'histoire est précieux pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Nous sommes heureuses de contribuer ainsi à la recherche maçonnique et au rayonnement de la Grande Loge féminine de France, représentée ici même, je ne l'ai pas vue, mais je pense qu'elle est là, par la grande maîtresse adjointe chargée des relations intérieures, notre très chère sœur Brigitte Cabrolier. Merci. Par mandement de la présidence de la commission, qui est notre très chère sœur Chantal Menton, retenue sur un autre chantier. J'ai dit. Thank you very much. We will now break for coffee and reassemble at 11:20 for the last two talks on the Kadosh, and then we'll have the Q&A session. Thank you.